Alors, ici, nous sommes présents, réunis en ce beau samedi pour accueillir deux personnes extraordinaires que je considère vraiment comme des leaders de pratique dans leur domaine, des femmes extraordinairement inspirantes. Je vous les présente une à une. La première, c'est Évelyne Bourdua-Roy et bien sûr, il y a Sophie Roland qui suivra. Et qui est Évelyne? C'est une médecin de famille et sommité, je pèse mes mots, en alimentation cétogène et en santé métabolique. Docteur Évelyne Bourdua-Roy œuvre sans relâche pour renverser les maladies chroniques liées au style de vie. Elle est co-auteure avec Sophie de plusieurs best-sellers, dont Perdre du poids en mangeant du gras et la cuisine méditerranéenne métabolique pour transformer son corps et sa santé. Parenthèse, ces livres, leurs livres sont à vendre à la table et après leur prise de parole, elles pourront signer vos livres. Puis si jamais vous en avez caché dans votre sacoche, vous pouvez aussi les ressortir puis prendront le temps de les signer, n'est-ce pas? Voilà. Et elle partage son savoir avec passion et rigueur scientifique. Formée par le réputé Jason Fung et certifiée en médecine de l'obésité par l'American Board of Obesity Medicine, elle est reconnue autant au Québec qu'en Europe pour son expertise pointue. Avec sa collègue Sophie, elle co-anime le podcast Sentez-vous mieux. D'ailleurs, on a fait un épisode extraordinaire. Je vous invite à aller écouter cet épisode-là, cherchez-le. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, mes idées et tout ça, c'était un très bel épisode, là. Parenthèse. Et elle a fondé le Sommet virtuel de la santé métabolique, offrant des programmes concrets pour aider à la perte de poids et à la dépendance alimentaire. Sophie, pour sa part, en plus de s'appeler Sophie comme moi, elle est neuroscientifique de formation et passionnée par la santé métabolique. Elle allie savoir scientifique et expérience concrète pour transformer des habitudes de vie. Ça, c'est une chose que je ne savais pas, mais elle a fait 10 000 coachings. Je ne sais pas si tu dors à quelque part, OK? Elle est toujours dans un avion en congrès à quelque part, mais il y a un mystère quant à Sophie que je ne comprends pas. Elle a guidé des milliers de personnes vers une meilleure santé et une perte de poids durable. Elle est actuellement en maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée à l'Université Laval. Elle est reconnue pour son expertise en alimentation cétogène métabolique et en résistance à l'insuline cérébrale. Et jusqu'en 2023, elle a occupé le poste de directrice clinique à la clinique Reversa, une référence en matière de renversement des maladies chroniques. Ses champs d'intérêt touchent aussi à des enjeux profonds comme la dépendance alimentaire, le TDAH et les maladies neurodégénératives. Avec une approche rigoureuse et humaine, Sophie nous invite à comprendre les mécanismes subtils du cerveau et de la santé métabolique pour agir concrètement sur notre bien-être. Je tiens aussi à souligner que c'est deux femmes extrêmement généreuses qui ont contribué à 2 chapitres du livre « Un cancer en cadeau », donc un sur le jeûne, l'autre sur l'alimentation cétogène, donc vraiment extrêmement... J'ai vu leur éthique de travail et leur rigueur, donc merci, puis même chose avec Évelyne pour le documentaire que vous allez pouvoir voir ou revoir gratuitement sur tout.tv. Alors là-dessus, je me tais et je vous souhaite une super belle conférence. Merci. Merci. On a-tu du son? On a du son. On a du son. Et on a un cliqueur. On a un cliqueur. On est prête? Yes! Tout est là. Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Moi, là, j'ai le goût de vous dire qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on adore. Et là, il y a peut-être une partie de vous qui se pose la question, mais pourquoi ces femmes adorent parler de stéatose hépatique ou encore de la maladie du foie gras? Bien, parce que Évelyne et moi, on a pour mission de redonner le pouvoir aux gens sur leur santé. Et la stéatose hépatique, c'est pas une condamnation, c'est un défi pour le relever parce que le foie, c'est un organe extraordinaire et on peut renverser la stéatose hépatique. Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on est venu vous donner, ces petits trucs-là pour renverser la stéatose hépatique. Juste avant, sauf si tu permets. Je permets. J'aimerais juste dire que je trouve ça extraordinaire qu'on se rassemble aujourd'hui, qu'on soit tous ensemble ici, puis dans les autres salles, puis qu'on vive la vibe d'être avec des gens qui ont à cœur la santé intégrative, d'offrir mieux, donner mieux, créer mieux au sein de notre société, parce qu'on s'entend. Moi, je suis médecin de famille, là.
Le système de santé, il ne va pas bien. Anyway, ce n'est même pas un système de santé, hein, c'est un système de maladie. Ça ne va pas bien, ça prend des gens comme nous tous. Puis des fois, quand on est isolé dans notre pratique, on pense qu'on est peut-être un peu seul à faire les choses autrement. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais un peu seule à faire de la médecine autrement, de la médecine métabolique, de la médecine de renversement, parce qu'évidemment, je suis hors guideline, on est hors guideline, puis aujourd'hui, on va vous présenter du hors guideline all the way. Mais avouez tout le monde que ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir d'être avec des gens qui nous ressemblent, puis que la vibe est bonne, ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Oui, hein? On est d'accord. Moi, je vote pour qu'il y ait un congrès comme celui-ci à chaque année, puis qu'à chaque année, ça puisse être un rassemblement qui grossisse de plus en plus, pour qu'à chaque année, on se retrouve, on réseaute et on se ressource. Donc, j'envoie ça dans le quantum. Allons-y. Allons-y. Sophie a déjà fait une... Merci, Ben oui, Sophie, assez, pour les bons mots. J'attends le papier de la maîtrise en nutrition. Le diplôme. Qui s'en vient, là, je pense, en marchant. Mais ma maîtrise, elle est terminée. Je pourrais dire que j'ai une maîtrise en nutrition. Je ne suis pas nutritionniste. Je ne le serai pas. Je n'ai pas fait le bac. J'ai juste fait une maîtrise. Toujours est-il que oui, j'ai fait vraiment beaucoup de coaching. J'ai une grande expérience. Et apprendre auprès de la meilleure a été un cadeau de la vie. Tu me flattes un peu comme. Okay. Moi, je vais skipper sur ma bio. Ça a tout été dit et très bien dit par Sophie. Je suis privilégiée de pouvoir faire cette médecine au Québec et de pouvoir encore la faire parce que j'ai eu quelques petites rencontres avec le collège, mais c'est beau, je continue. Allons-y. Alors, on voudrait déclarer nos conflits d'intérêts et un petit avertissement, bien sûr. Conflits d'intérêts financiers, on écrit des livres, on en a 9 à notre actif. Certains sont des best-sellers qui ont vendu à plus de 100 000 exemplaires. On en a ici, puis on en a en Europe. Donc, c'est un conflit d'intérêts parce que tout le monde sait qu'au Québec, pour devenir millionnaire, il faut écrire des livres. C'est comme ça que ça fonctionne. Un best-seller, hein? Un best-seller au Québec, c'est 3500 exemplaires. Là, fait que c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le marché américain. On a une plateforme avec des formations, on a une communauté d'intérêt virtuel aussi. Fait que ça peut être un conflit d'intérêt. Là, vous pouvez penser qu'on essaye de vous amener dans notre secte, mais ce n'est pas le cas. On n'en parlera même plus. On n'est pas rémunéré pour être ici aujourd'hui. Et je vous assure qu'il n'y a aucune compagnie pharmaceutique qui nous paye aujourd'hui pour vous dire qu'il n'y a pas de médicaments contre la stéatose hépatique. On est clean. Avertissement aussi, cette présentation décrit une approche non standard, non incluse dans les lignes directrices canadiennes. Si vous avez une stéatose hépatique ou vous connaissez quelqu'un qui en a une, nous vous suggérons de ne pas apporter de changement à votre traitement sans d'abord en consulter ou en parler avec un professionnel de la santé qui s'y connaît. Ça, c'est le plan de match. On va faire une petite introduction sur le contexte actuel parce que, évidemment, que la prévalence de la stéatose hépatique est en pleine explosion. Il y a des raisons pour ça. On va comprendre comment fonctionne le foie, des petites bases métaboliques, qu'est-ce que la stéatose hépatique, comment on fait le diagnostic et pourquoi on doit faire le diagnostic. Comment retrouver la santé hépatique, c'est probablement votre partie préférée. Et on va terminer sur une note hyper positive. On va parler des cas cliniques, des cas à succès. On en a sélectionné 3, mais on en a beaucoup. On est tout le monde ici, je suis certaine que vous êtes d'accord avec nous, que depuis les 40, 50, 60 dernières années, il y a beaucoup de nos habitudes de vie qui ont changé. Oui, on est à la fois plus sédentaire, mais en même temps, il y a eu une recrudescence des sports extrêmes, des gens qui s'entraînent beaucoup, augmentant le stress oxydatif, les écrans qui sont omniprésents, la lumière bleue, les toxines, les maisons avec la moisissure sur les murs, les plastiques, les microplastiques, tous les agents de remplissage dans la multitude de produits qu'on utilise. Effectivement, plein de changements à ce niveau-là, mais on va parler en particulier des changements des habitudes alimentaires parce que ça a diamétralement changé depuis 40, 50, 60 ans. Et d'un point de vue évolutif, 40 ans, c'est une fraction de seconde. Il n'y a aucune chance que notre tube digestif, que notre métabolisme ait pu s'adapter à ces changements-là.
Un de ces changements-là qui remonte dans les années 70-80, c'est la guerre au gras. On a accusé le gras de créer l'obésité, on a accusé le gras de bloquer le cœur, de créer le cholestérol, de faire les maladies cardiovasculaires. Et le corps a 2 carburants, le sucre, le gras. En faisant la guerre au gras, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a donné une beaucoup trop grande proportion au sucre dans nos assiettes. Et quand on mange une assiette équilibrée, ben la portion de protéines est restée plus ou moins la même. On a réduit significativement la quantité de gras, donc on a nécessairement augmenté la quantité de sucre, de glucides dans nos assiettes. Les collations, qui dans la salle a l'âge vénérable de 50 ans et plus, mettons? Pas moi. Pas tant encore, mais tu as connu ça. Je pourrais dire 47 ans et plus. OK, fine. Quand on était au primaire, là, nous tous, il n'y en avait pas de collation. Hein? On avait un berlingot de lait le matin, puis des fois, il était bon, des fois, il n'était pas buvable. Moi, c'est mon souvenir, en tout cas. Oui. C'est mon souvenir. Et quand on arrivait de l'école, puis on voulait avoir une collation, moi, ma mère, peut-être que votre mère n'était pas aussi méchante que la mienne, mais toujours est-il que moi, ma mère, si je lui demandais une collation, elle me disait « Non, va jouer dehors, ça va gâcher ton souper ». Bien, aujourd'hui, là, en 2025, non seulement c'est impensable d'envoyer les enfants sans collation à l'école, il faut en envoyer 2. Si on n'en envoie pas, vous pouvez être certain que l'école appelle pour vous dire que vous nourrissez pas vos enfants. Et les enfants, quand ils arrivent à la maison, ils vont reprendre une collation avant le repas. Les collations, et c'est devenu une industrie, hein, on s'entend, là, c'est les dollars qui sont dépensés en petits sachets, en ficello, en goldfish, que je ne nommerai pas. C'est le monde de la collation, c'est un monde extrêmement lucratif pour l'industrie alimentaire. L'autre truc qui a extrêmement changé, c'est l'accessibilité à la restauration, à la malbouffe, à la restauration rapide, aux produits hyper transformés. Si vous regardez comment est fait une épicerie, vous allez voir que 90%, toutes les allées du milieu, c'est des produits transformés en boîte, en sac, en sachet. Donc maintenant, on a besoin de 2 poubelles recyclables de recyclage à la maison parce qu'on a tellement d'emballages à y mettre. Ça a énormément changé. Il y a une 40aine d'années, la moyenne d'aller au restaurant, d'acheter des trucs au restaurant, c'était 2 fois par mois. En 2025, la moyenne, c'est 7 fois par semaine. C'est un changement que l'évolution, que le tube digestif ne peut pas arriver à gérer. Les huiles hyper transformées, les sucres ajoutés, tous les agents de remplissage, des trucs que notre corps ne reconnaît même pas la recette. On est constamment bombardé avec ça. Et ça, bien, c'est pas sans conséquence. Comme notre métabolisme n'est pas capable de s'adapter, bien, on voit en même temps que ces changements alimentaires-là, une explosion de l'obésité, une explosion du diabète. Et maintenant, si on regarde là, depuis une 40aine d'années, l'obésité chez les adultes a triplé. Le diagnostic du diabète est multiplié par 5. C'est pas petit. Puis si on regarde les projections jusqu'en 2040, ça fait peur parce que la tangente, l'exponentielle de la courbe, il n'arrête pas de monter, on ne sature pas, on est de plus en plus malade. Sur cette diapo-là, les 2 dernières, c'est celle que je trouve le plus triste, c'est qu'avant, le surpoids, l'obésité était très peu dans notre quotidien. Ça a commencé par toucher les adultes et maintenant, ça touche nos enfants. Le surpoids et l'obésité chez les adolescents a quadruplé depuis les années 70. C'est vraiment triste. Ça veut dire que ces enfants-là vont avoir le diabète beaucoup plus tôt, que ces enfants-là sont à risque d'avoir une stéatose hépatique beaucoup plus tôt. Dernière statistique qui fait peur, c'est la prévalence de la maladie de l'Alzheimer et la démence, parce qu'une résistance à l'insuline qui s'installe dans le corps finit par toucher le cerveau. Il paraît que la tête est accrochée après le corps, il paraît. Donc, 6 fois plus de diagnostics, la prévalence de la maladie d'Alzheimer et de la démence est multipliée par 6. Et ces chiffres-là, ils font peur.
Entre autres choses, toutes les maladies dont Sophie a parlé et bien d'autres qu'elle n'a même pas abordées, mais que vous connaissez et dont vous vous doutez, ne serait-ce que le chapitre des cancers, etc., bien, ils ont des racines communes. Une des racines communes qui nous intéresse et nous passionne particulièrement, c'est l'hyperinsulinémie chronique et la résistance à l'insuline. Donc, hier, on a vu dans l'excellente présentation de Dr. Albert, quand on mange beaucoup de glucides, pain, pâtes, patates, riz, fruits tropicaux, jus, liqueurs, etc., desserts, sirop d'érable, cette gang-là, dans le fond, quand on mange ça, notre pancréas répond en sécrétant une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle est nécessaire majoritairement pour aider les molécules de glucose dans la circulation sanguine à entrer dans les cellules et à faire du carburant. Et ça, c'est normal et souhaitable. On veut ça. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait tellement de glucides qui rentrent en termes de quantité et en termes de fréquence que le pancréas est constamment en train de sécréter de l'insuline et que finalement, il y a beaucoup trop d'insuline par rapport au plan de match original de Dame Nature. Puis, il y en a trop souvent aussi. Donc, l'insuline monte constamment, redescend. À peine le temps de commencer à redescendre, qu'elle remonte, puis qu'elle fait des montagnes russes toute la journée. Et que finalement, elle n'arrive plus à redescendre à un taux qui est bas, puis qui permet un équilibre dans le métabolisme. Donc, quand il y a ça qui s'installe, on est dans de l'hyperinsulinémie chronique et de la résistance à l'insuline. Ici, là, ce matin, tout le monde présent ce matin, vous êtes tous, nous sommes tous, en quelque part, sur le continuum de la résistance à l'insuline. Vous pourriez être très, très sensible à l'insuline, peu importe votre poids, on peut être en sous-poids, poids normal, en surpoids et être très sensible à l'insuline. Et à l'autre extrême, on peut être très résistant à l'insuline avec des manifestations tardives de cette problématique-là, par exemple diabète de type 2, syndrome métabolique et autres, bref. Et on peut aussi être en sous-poids, poids normal, surpoids. Ce n'est pas le poids qui détermine votre santé métabolique, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Dans notre société, on a tendance à équivaloir minceur égale santé, mais ce n'est pas ça le concept. Le concept, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur. Est-ce qu'on est en quelque part sur ce spectre-là de la résistance, de la résistance à l'insuline? Quand on parle de résistance à l'insuline, il faut bien sûr parler de syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est 5 éléments qui le composent. On parle d'une tension artérielle élevée ou de la prise d'un médicament hypotenseur, de taux de glucose sanguin élevé, puis élevé, c'est en haut de 5,6, ou la prise d'un médicament hypoglycémiant, des triglycérides élevés, un bon cholestérol abaissé. Puis ces deux-là, ils fonctionnent presque toujours en miroir. Je ne sais pas si vous avez accès aux prises de sang de vos clients, de vos patients, mais c'est Au vôtre? Au vôtre, oui. Plus vos triglycérides vont monter, donc les triglycérides, moi, je les veux en bas de 1, en bas de 1,1, mettons, là. Mais plus vos triglycérides sont élevés, plus votre bon cholestérol va baisser. Et donc, vous avez en même temps 2 critères, poum, qui viennent de s'installer de syndrome métabolique. Et ça va dans le même package. Donc, quand on réduit les glucides, les triglycérides baissent tout seul et le bon cholestérol monte tout seul. C'est presque magique tellement ça marche tout le temps. Si vous avez un tour de taille élevé aussi, bien, c'est un des critères de syndrome métabolique. Et là, ça en prend 3 de ces critères-là pour officiellement avoir le diagnostic. Cela dit, à partir du moment où vous avez un seul de ces critères, vous êtes considéré comme n'ayant pas une santé métabolique optimale. Il y a une étude récente qui est sortie aux États-Unis qui a démontré, qui a essayé d'évaluer ça, quel pourcentage de la population adulte a une bonne santé métabolique, c'est-à-dire aucun de ces critères-là. Est-ce que vous avez une idée de quel est le pourcentage de gens aux États-Unis, les adultes, qui ont une bonne santé métabolique? Qui n'ont aucun de ces critères-là. On est à 7 93 % de la population adulte américaine n'a pas une bonne santé métabolique à au moins un de ces critères-là. Puis là, on peut toujours dire, moi j'aime bien dire, hey, nous autres, on n'est pas des Americans, là, tu sais, fait que... Mais pas encore. Pas encore. Mais, tu sais,
se passe des affaires, c'est assis. Hein? On va peut-être devenir européen aussi, là, mais bon, on va voir. Ce qui se passe aux États-Unis, hein, ça a tendance à monter au Canada. Après ça, traverser en Europe. Ça va au Canada anglais, après ça arrive au Canada français, puis après ça, on ship ça de l'autre bord de l'océan. Fait qu'on ne peut pas juste se dire, ah, ben ça, c'est juste les Américains. Hein, c'est chez nous déjà aussi. C'est juste, c'est pas le même, c'est probablement pas le même pourcentage actuellement. Associé à l'hyperinsulinémie, à la résistance à l'insuline, donc une racine commune. Puis ça, c'est une des choses qui nous passionne le plus dans la vie, c'est d'aller trouver la racine. Parce qu'en médecine standard, on aime beaucoup poser le diagnostic puis trouver le meilleur médicament pour faire un match parfait. Puis il y a peut-être d'autres approches aussi que juste essayer tout le temps de faire cette équivalence-là. Tu sais. Fait que quand on fait de la médecine fonctionnelle ou on fait de la médecine un peu plus élargie, bien, ce qui nous intéresse, c'est de dire, OK, les médicaments, là, ça peut aider, ça peut être essentiel, ça peut sauver des vies, très certainement, mais pour les maladies chroniques liées au style de vie, c'est comme si on n'allait pas au fond des choses. Dr. Jason Fung, néphrologue de Toronto, que vous connaissez peut-être, c'est celui qui a écrit le livre Code obésité, entre autres. Puis moi, ça a été ma révélation, ce livre-là. Il disait, si vous faites une pneumonie, puis que vous avez de la fièvre, puis que moi, je suis comme, ah, pauvre toi, tu fais de la fièvre, tu as une pneumonie, je vais te donner du Tylenol, ça va faire baisser ta fièvre. Je vous donne du Tylenol, votre fièvre abaisse, puis là, je dis, c'est réglé. C'est réglé, tout est beau. Il y a plus, tu sais, ça va bien, puis je n'ai rien fait pour la pneumonie, mais c'est peut-être pas optimal. Donc, creuser puis aller jusqu'aux racines des problèmes, puis essayer de déterrer ces racines-là, puis de travailler avec les patients, avec les clients, avec les gens, pour essayer d'attaquer ces racines-là. Puis je le sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas tout le monde dans son cheminement qui est rendu à déterrer des racines, mais c'est un clou sur lequel je tape constamment, anyway, que vous vouliez l'entendre ou pas. Quand vous êtes dans mon bureau, vous allez l'entendre parler, c'est sûr. Fait qu'une racine commune à tout ça, bref, au diabète de type 2, à l'obésité, à la démence, à la maladie d'Alzheimer, c'est la résistance à l'insuline, l'hyperinsulinémie, et la stéatose hépatique fait partie du spectre des maladies qu'on peut développer, en fait, qu'on est pratiquement garanti ou argent remis de développer quand on a de la résistance à l'insuline. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur la stéatose hépatique. Un de mes chouchous, un de nos chouchous, parce que ça se renverse. J'adore ce qui se renverse, je déteste ce qui est inéluctable, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire. Fait que moi, j'aime les choses sur lesquelles, OK, si on change de quoi, ça va avoir un impact concret et tangible, puis on va être capable de le mesurer. J'aime beaucoup ce genre de médecine-là. Donc, la stéatose hépatique non alcoolique, communément appelée la maladie du foie gras. On croit encore, à tort, que... En 2025. Oui, que c'est le gras qui cause le foie gras. Hein? Combien de fois, moi, j'envoie des patients faire une échographie par un ou une radiologiste, puis ils me reviennent en me disant « Ah, docteur, j'ai vraiment une grosse stéatose hépatique, puis le radiologiste m'a dit qu'il faut que j'arrête de manger du gras. Pourtant, je ne mange pas de gras depuis les années 80. Mais c'est ça, ça n'a pas rapport avec le gras. Hein? Il y a un problème. Ça n'a pas rapport avec le gras, on va le voir aujourd'hui. Le fructose et l'hypogenèse de novo, donc la fabrication de nouveaux gras, favorise l'accumulation à l'intérieur des hépatocytes. On va voir ça aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Là, on a une annonce, peut-être que vous n'êtes pas au courant, peut-être que oui. Le nom stéatose hépatique tend à vouloir changer par le monde médical, par le monde scientifique, pour lui donner un nom qui est beaucoup plus représentatif de la pathogenèse de la maladie. Et là, c'est compliqué, c'est la maladie stéatosique du foie associée à un dysfonctionnement métabolique. Oui, c'est compliqué. C'est le nouveau nom, oui. Mais on s'entend, vous et moi. Le foie gras. L'association, c'est si j'ai le foie gras, c'est parce que je mange du gras, les gens pensent ça, puis c'est sûr que ça défait l'idée préconçue qu'on se fait de la maladie, alors que maladie stéatosique du foie associée à un dysfonctionnement métabolique, c'est beaucoup plus aligné avec ce que c'est. Fait que c'est MSLD à cette heure. MSLD. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du foie, on va parler de la fameuse maladie stéatosique du foie associée au dysfonctionnement métabolique. On va parler de comment le gras est accumulé dans le foie.
On va aussi parler de l'importance de faire son diagnostic parce que ce n'est pas dans les standards de soins de faire le diagnostic Au Canada. Au Canada. Parce que ailleurs dans le monde, ça fait partie des standards de soins. Et la plus belle partie, on va parler du renversement. Yeah! Ma partie préférée. On part. Partons. Partons. Le foie. Le foie, c'est le plus gros organe du corps, puis il peut peser jusqu'à 1,5 kg. Il est dans la cage thoracique, puis il est ici sous... Dans la cage thoracique? Ici? En dessous? Bien, dedans, en dessous. Vous avez compris? Juste ici. En dessous des côtes. Oui. Ici. Normalement, vous ne touchez pas votre foie, à moins que votre foie gras soit surdimensionné et que vous ayez une hépatomégalie. Là, il va dépasser ici, puis vous allez pouvoir le toucher à partir d'ici. Le foie, là, c'est un organe multifonction. C'est fou, puis on estime à 300 le nombre de fonctions du foie, de fonctions hépatiques. C'est un régulateur numéro 1. Il maintient la glycémie entre les repas, il gère les vitamines, il fait des cellules d'immunité. C'est fou, c'est un chef d'orchestre. Et c'est comme une mère de famille, en fait. oui, nous sommes des foies. Qui est un foie ici? Et le foie est probablement le seul organe du corps qui est capable de complètement se renouveler. Vous savez que les greffes de foie, on peut greffer seulement une petite partie et qu'il va se refaire, il va reprendre sa place au complet. Donc, le foie, c'est vraiment un organe extraordinaire. 4 de ses principales fonctions au foie, il y a une fonction au niveau du métabolisme, donc synthèse et utilisation des acides gras, glycogénogenèse et glycogénolyse, tous des termes qui valent des points au Scrabble. Immunité, synthèse de protéines immunitaires, c'est un réservoir, ça aide à moduler la réponse inflammatoire et immunitaire. Ici, il y a une... Synthèse d'éléments. C'est une des fonctions importantes du foie, par exemple des corps cétoniques que nous, on adore, qui sont anti-inflammatoires, comme on a vu hier, ou encore de protéines de coagulation. Le foie aussi a un rôle pour détoxifier, donc les médicaments qu'on prend, les produits naturels qu'on prend, l'alcool, bien sûr, etc. Le foie, c'est lui qui fait tout le ménage là-dedans. On va parler plus du métabolisme. Pourquoi? Parce que le métabolisme, c'est la gestion de l'énergie. Le métabolisme, c'est comment le corps gère ce qui rentre par la bouche, donc les calories, les macronutriments, les oligoéléments, les micronutriments pour que le corps fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il stocke, qu'est-ce qu'il utilise et qu'est-ce qu'il évacue? Si vous êtes dans ma catégorie, moi, je trouve que mon corps n'évacue pas assez. Je trouve que des fois, mon corps a tendance à trop stocker. Moi, là, attends, tu parlais pas de caca? Non, mais non. Mais là, c'est pas clair. Je clarifie. Oui, clarifions. Moi, là, ma lignée génétique, là, mes ancêtres, là, ils ont survécu à la famine parce qu'ils étaient extrêmement bons pour stocker du gras. Moi, j'ai ça dans ma génétique. Moi, là, pendant longtemps dans ma vie, je regardais un gâteau et je prenais du poids. Fait que une chance que l'alimentation a fini par arriver, mais mon métabolisme à moi, il est très, très bon pour stocker, extrêmement bon pour stocker. Ça prend de l'équilibre. Il faut nourrir son corps, il faut lui donner des nutriments, il faut lui donner des micronutriments, il faut avoir une diète qui est riche en densité nutritionnelle, mais il faut aussi donner l'occasion à notre corps de, oui, stocker un petit peu. Ça nous en prend des réserves. On ne mange pas 24 heures sur 24, ça en prend des réserves, mais il ne faut pas stocker à l'extrême, il ne faut pas avoir des trop grandes réserves de gras. Quand on stocke trop, quand on a un déséquilibre entre ce qui rentre, quand on mange trop, des trop grandes quantités, le métabolisme est perturbé, puis ça peut amener des dysfonctions. Et quand l'alimentation elle est sous-optimale, ça peut créer des carences en micronutriments, surtout s'il y a une forte proportion de notre alimentation qui est composée d'aliments transformés. On s'entend que les fruits et les légumes ne sont pas aussi riches et denses en nutriments que ce qu'on avait jadis dans des terres qui n'étaient pas surexploitées, qui n'avaient pas du glyphosate partout, puis des agents de boostage, de croissance sans bébites et sans pépins. Vous êtes-vous déjà posé la question comment ça poussait un melon d'eau sans pépins?
ça vient de où? S'il n'y a pas la graine à l'intérieur, bref. Quand on ne choisit pas judicieusement les proportions des macronutriments, quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, quand on n'a pas assez de protéines dans l'assiette, quand on n'a pas mis de bons gras dans l'assiette, bien, nécessairement, on va avoir beaucoup plus de la portion glucides dans l'assiette. Et quand on mange trop d'aliments transformés, les aliments transformés, c'est un saboteur de la gestion au niveau de comment notre cerveau s'aligne sur nos plans de santé qu'on a. Les aliments transformés ont cette particularité-là. On dit qu'ils hijackent le cerveau. Donc, c'est comme si on n'était plus maître de nos pensées. Mais quand on a trop d'aliments transformés en boîte, en sac, en sachet, la restauration rapide, évidemment que ça ne nous permet pas d'avoir un équilibre et d'avoir un métabolisme qui fonctionne de façon optimale. Maintenant, si on parle du métabolisme hépatique en tant que tel, le foie, dans le fond, il y a la régulation du glucose sanguin. C'est la job du foie de nous fournir des molécules de glucose pour les cellules qui sont glucodépendantes. Donc, par exemple, les globules rouges, ils ont besoin de molécules de glucose. Certaines cellules du cerveau aussi. Donc, quand on fait un jeûne court, un jeûne long, un jeûne très prolongé, dans le fond, mais on ne meurt pas parce que notre foie va prendre des substrats puis il va les transformer en molécules de glucose au besoin à la demande. Dans le fond, il fournit. C'est la job du foie. Donc, c'est pour ça que l'être humain, comme les autres mammifères, on a tous la capacité de jeûner. On n'aurait pas survécu comme espèce si, après 3 heures, pas de collation, tout le glucose sanguin s'éteignait et puis, ben voilà, c'est la fin de tout. T'sais. On est fait pour produire notre propre énergie de l'intérieur et ça, c'est la job du foie. Donc, glycogenèse, glycogénolyse et néoglucogenèse, la job du foie. Régulation des lipides aussi, donc l'hypogenèse de novo. Le foie, c'est lui principalement qui a la job de dire, bon, là, je prends du sucre, je fais du gras, je prends du gras, je fais du sucre, là, je stocke, je déstocke, je stocke en moi-même, je stocke ailleurs, je fabrique du cholestérol, etc. Il y a un gros rôle à jouer là-dedans. C'est un gestionnaire, dans le fond, puis c'est un fabricant aussi. Donc, il fait de la lipogenèse de nouveau, du nouveau gras. Il fait de la bêta-oxydation des acides gras. Il fait la synthèse des VLDL et la synthèse de cholestérol, bien sûr. Synthèse et dégradation des protéines. Synthèse de protéines plasmatiques, de facteurs de coagulation, urée, substrats énergétiques, etc. Vitamines, hormones, digestion, stockage et activation de certaines vitamines, dégradation d'hormones, production de bile, etc., etc. Donc, le foie, c'est une machine. Parlons de la prévalence de la stéatose hépatique. Cette image-là, cette diapo-là, c'est avec l'ancienne appellation de NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Et si vous regardez la carte ici, je sais que vous n'êtes pas capable de lire à l'intérieur des cases, mais dans le fond, il y a une étude publiée en 2023 qui a démontré qu'en moyenne sur la planète, il y a à peu près 30% des adultes qui ont une stéatose hépatique. Et ces chiffres-là sont en explosion. Si vous regardez l'Amérique latine, là, on parle de probabilité entre 30 et 59%. Au Moyen-Orient aussi, ce sont des chiffres qui font vraiment peur. En fait, on voit qu'il n'y a pratiquement aucune région du monde, peut-être à part l'Afrique où c'est probablement une question de manque de données, mais bref, la prévalence de la stéatose hépatique est en explosion partout dans le monde et on pense que c'est très sous-estimé parce que la majorité des pays sur la Terre n'ont pas de programme de dépistage en première ligne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est connu, qui est dépisté régulièrement chez tous les adultes. Y a-t-il une stéatose ou il n'y en a pas? C'est des données qui sont plus difficiles à obtenir, donc on pense que ces chiffres-là sont vastement sous-estimés. Caractéristiques maintenant de la stéatose hépatique, eh bien, il y a de l'accumulation de gras. Le foie n'est pas un organe chez l'humain. On va le voir que chez les animaux, ça peut être différent, mais chez l'humain, le foie n'est pas un organe qui a été prévu par la nature pour être un gros organe de stockage. Il peut stocker, c'est correct, mais il faut qu'il déstocke. S'il stocke pendant une certaine période, il doit y avoir un retour du balancier où il va y avoir une occasion de déstocker et ces occasions-là n'arrivent pas dans notre société moderne.
Donc, malheureusement, le foie est forcé de faire une tâche qui n'était pas vraiment prévue et de rester pogné avec ça, donc de rester pris avec ça, pardon. Le foie est un organe, et pas un organe de stockage, mais quand il décide, le foie, de stocker du gras, ben, il peut en stocker en lui-même, puis on va voir entre autres le rôle du fructose, là, ça s'en vient là-dedans. Pour dire qu'il y a une stéatose hépatique, dans le fond, ça prend plus de 5 des hépatocytes qui stockent du gras, mais 5 c'est invisible. On ne peut pas voir ça avec nos imageries, dans le fond. Il faut qu'il y ait au moins 30 de gras dans les hépatocytes pour qu'on puisse le voir à l'échographie et qu'on ait une idée qu'il y a une petite stéatose légère qui s'est installée, mais 30 c'est quand même important. C'est associé au syndrome métabolique, dont vous avez vu les critères tout à l'heure. Dans le fond, moi, quand je fais un bilan métabolique avec mes patients, je fais des marqueurs comme les triglycérides, l'insuline à jeun, la glycémie à jeun, etc. Puis, c'est très rare que je suis dans un contexte où j'ai quelqu'un devant moi qui a un syndrome métabolique, qui a des critères du syndrome métabolique et qui n'a pas de stéatose hépatique. Et je peux vous dire ça en toute certitude parce que pendant des années, toutes ces personnes-là, je les envoyais faire une échographie du foie parce que je trouve que c'est un outil, quand on comprend, quand on voit, quand on sait qu'est-ce qui se passe, bien là, c'est plus facile d'agir. C'est pas facile de changer ses habitudes de vie, c'est pas facile de changer son alimentation, c'est certainement pas facile de jeûner régulièrement, mais quand on sait qu'on a ça, quand on sait que c'est réversible, alors moi, je pense que c'est bien d'investir les dollars du système de santé quand on est capable d'utiliser des outils pour faire de la prévention ou faire du renversement. Malheureusement, la prévention au Québec, ce n'est pas vraiment glamour. Hein? On n'est pas tant là-dedans encore, on dirait. Bref, très associé au syndrome métabolique, c'est l'exception. Les gens qui ont le syndrome métabolique ou plusieurs critères puis qui n'ont pas de stéatose hépatique, c'est l'exception. Le fructose, on l'a dit qu'on accusait à tort le gras, le beurre ou l'excès de margarine peut-être dans votre vie, d'être responsable de la pathogenèse, alors que c'est surtout le sucre, en particulier le fructose, qui cause des dommages au niveau du foie. Et le problème avec la stéatose hépatique, c'est que c'est asymptomatique et que souvent, c'est une découverte soit fortuite ou soit tardive, ou les deux en même temps. Donc, quelqu'un qui va faire une résonance magnétique, un scan ou une échographie pour une autre raison. Et finalement, on regarde les reins, par exemple, puis au passage, le radiologiste dit « Ah oui, ben les reins, il y a telle affaire, blablabla. » Puis en passant, il y a une stéatose hépatique sévère avec un début d'hépatomégalie. Pouf, ça arrive dans le rapport. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas fait systématiquement. Il n'y a pas de ligne directrice au Canada ni au Québec de dépister chez les gens la stéatose hépatique. Et ça se comprend un peu dans le sens où on n'a pas de médicaments à offrir actuellement. Mais rassurez-vous, les compagnies pharmaceutiques cherchent énormément actuellement parce que ça va être une mine d'or. Si vous ne savez pas où placer votre argent pour votre pension, moi, je la placerais dans les compagnies pharmaceutiques qui cherchent au niveau, parce que la prévalence est tellement, tellement importante. Puis j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est votre feeling à vous aussi, là, mais moi, j'ai comme un feeling intuitif là, que quand on va avoir des médicaments qui vont avoir une indication officielle pour le renversement de la stéatose hépatique, il va y avoir soudainement, dans les guidelines, l'obligation pour les médecins en première ligne de dépister. Toujours est-il qu'actuellement, on n'en est pas là et que dans une optique standard, de traitement standard, de médecine standard, on ne peut à offrir aux gens qui ont un diagnostic de stéatose hépatique. Parlons du fructose. Pourquoi? Parce que le fructose, c'est un missile à tête chercheuse pour le foie. L'intestin est capable de gérer une très petite quantité de fructose, mais le foie, c'est le seul organe qui a la fructokinase. La fructokinase, c'est l'enzyme qui est essentielle et nécessaire pour métaboliser le fructose, pour pouvoir utiliser l'énergie du fructose. Mais quand le foie est surchargé, parce que 300 fonctions, évidemment, on s'entend qu'il n'est pas en break syndical, le foie, là, il y a plein de choses à gérer. Mais quand il est surchargé dans ses tâches, puis qu'on y envoie un tsunami de fructose, il fait de la lipogenèse de nouveau, c'est-à-dire qu'il va créer du nouveau gras. C'est beaucoup plus simple pour lui de le stocker à même ses propres réserves. On dit que le fructose, c'est la fat switch. Puis là, on a essayé de traduire ça en français, parce que c'est plus cute en français, puis on n'a rien trouvé de cute pour dire c'est fat switch.
C'est Fat- l'interrupteur du gras. Ouais, Non, ça- ou de... ouais. de l'obésité. Tiens, l'interrupteur de l'obésité. Bref, le fructose, là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il allume le stockage des graisses. C'est ça qui fait le fructose. Et là, je vous rassure, là, on n'est pas en train de vous dire que si vous mangez une pomme par jour, que votre foie va devenir gras. Là. C'est évidemment, le fructose, oui, il y en a dans les fruits, il y en a dans certains légumes. C'est évidemment plus concentré dans les fruits tropicaux, les fruits très sucrés. Moi, je dis toujours aux clients que j'accompagne, si ça goûte sucré dans votre bouche, là, c'est parce qu'il y a du sucre dans ce que vous mangez. Trust your taste buds, OK? Fait que si vos papilles gustatives vous disent que ça goûte sucré, c'est parce qu'il y a du sucre là-dedans. Il faut comprendre que 50% du sucre de table, qui s'appelle le saccharose c'est un disaccharide, un sucre à 2 éléments, dont la moitié est du glucose, dont la moitié est du fructose, dont dans chaque gramme de saccharose, il y a 50 qui est du fructose. Donc, évidemment que le fructose, quand il arrive, bien, il s'en va directement au foie et le foie est pris pour le gérer. Le fructose, on le trouve dans les fruits, surtout dans le sucre de table, mais on le trouve dans le sirop de maïs. Le sirop de maïs, on dit que c'est du high fructose corn syrup, donc il y a une concentration plus élevée. Ce n'est pas une proportion 50-50, c'est une proportion 55 ou 60 de fructose. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé dans l'industrie agroalimentaire parce que ça coûte rien, ça coûte pas cher, c'est un sucre très, très, très abordable. C'est ce qu'il y a aussi dans les boissons gazeuses. Donc, évidemment que c'est un problème. Et ça, bien, c'est une bombe. Pourquoi? Parce que c'est un tsunami de fructose qui rentre au foie. Quand on boit une boisson sucrée, bien, évidemment que c'est en termes de concentration et en termes de rapidité. Je ne sais pas toi, mais nous, on ne boit pas de liqueur, là, mais c'est bien rare que les gens vont siroter un verre de coke pendant 6 heures. Le verre de coke, il va être bu presque instantanément. Et ça, bien, c'est un tsunami pour le foie. Le foie doit gérer ça en priorité. Attends, Sophie, je voudrais juste que vous ayez le visuel. Une canette de coke, pour un adulte, c'est un tsunami de fructose qui s'en va direct ici. Mais là, imaginez la même canette chez un enfant qui a un tout petit foie. Ça, c'est un véritable tsunami, ça, c'est un tremblement de terre, ça, c'est destruction massive, missile à tête chercheuse de destruction massive des foies. Puis on va parler de ce qui se passe dans les petits foies, bien, ça s'en vient, là. Mais ça, ce que tu dis là, ça explique pourquoi il y a non seulement du diagnostic de foie gras chez les enfants, mais ça a été diagnostiqué chez les enfants aussi jeunes que l'âge de 9 ans. Non, 9 ans, c'est un petit gars qui avait tellement le foie gras qu'il a développé une cirrhose et qui devait être sur la liste d'attente pour une greffe de foie. C'est ça. Mais ça, c'est la réalité aux États-Unis. Si vous cherchez ça dans les nouvelles, dans PubMed, etc., à quel âge on commence à faire des greffes de foie, de cirrhose, de sucre? À 9 ans, tu n'es pas un alcoolique, jusqu'à preuve du contraire. Bien, ça commence très jeune, en fait. C'est beaucoup plus jeune, puis ça fait peur. La cirrhose, on a longtemps associé la cirrhose à la consommation d'alcool. C'est quand on a commencé à faire des diagnostics de foie gras chez des gens qui ne consommaient pas d'alcool, qu'on a dit stéatose hépatique non alcoolique, d'où l'appellation. Mais si vous vous concentrez, puis je vous demande comment on fait le vin en faisant fermenter des raisins. C'est comme ça qu'on fait l'alcool. On fait fermenter du fruit. On fait fermenter le fructose. Alors, c'est normal que le fructose qui provienne de la fermentation dans l'alcool ou qui provienne de la nourriture qu'on mange, que ça ait le même destin, c'est-à-dire l'accumulation de gras dans le foie, alors que le foie, ce n'est pas un organe de stockage. Quand on envoie un tsunami de fructose, bien, le foie il est pris en otage. Il doit gérer ça. Donc, plus la quantité de fructose elle est importante, bien, plus il va faire de la lipogenèse de novo puis il va se stocker à même ses propres réserves. Quand on a une grande consommation de fructose, presque automatiquement, on a une augmentation des triglycérides. Les triglycérides, c'est un facteur indépendant du risque de maladie cardiovasculaire, très, très, très soutenu dans la littérature scientifique. Et
c'est l'interrupteur de l'obésité. Donc, quand on prend du fructose, ça allume la fat switch, on se met en mode stockage. Le fructose et la prise de poids, mais quand on mange du fructose, ça provoque quand on mange quoi que ce soit qui contient glucose, fructose, hein, la digestion sépare ces deux molécules-là. Fait que, mettons que vous avez mangé un produit transformé qui a été sucré avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose, mettons, là, bien, les molécules sont séparées. Les molécules de glucose, elles s'en vont dans votre circulation sanguine, puis elles pourraient servir d'énergie à n'importe quelle cellule dans votre corps. Ça prend juste de l'insuline pour que ça fonctionne, en supposant que vous êtes sensible à l'insuline. Mais le fructose, lui, bien, il ne s'en va pas dans la circulation sanguine parce qu'il ne sert pas à toutes les cellules. Il s'en va direct au foie. Il y en a une petite quantité, à peu près 5 grammes, absorbée par l'intestin. Le reste s'en va au foie. À cause de ça, à cause de ce phénomène-là, dans le fond, le fructose, il ne déclenche pas, il n'a pas le pouvoir de déclencher de la satiété. Donc, il ne va pas aller parler à vos hormones de satiété pour vous dire « Hey, là, il y a plein d'énergie qui vient de rentrer dans le corps. Tu devrais couper la faim à cette personne pour qu'elle arrête de manger. » Non, c'est ça. Fait que le fructose, c'est quelque chose qu'on peut consommer en beaucoup plus grande quantité avant que finalement on ait des signaux de « OK, c'est assez, ça s'arrête là. » Le fructose a très peu d'impact sur l'insuline, dans le fond, et sur la glycémie. Puis, on aurait pu croire que ben, ça, c'est une bonne chose pour les diabétiques. Si manger du fructose, ça fait que leur glycémie reste belle. Mais non, au contraire, c'est vraiment un problème. Je t'interromps? Oui, vas-y. Je t'interromps. Vas-y. C'était le concept c'était le concept... Montignac, oui. C'est le concept de Montignac. Qui a connu Montignac? Dans le fond, ce qu'il disait, c'est que si on sucrait nos trucs au fructose, à cause de l'index glycémique du fructose qui est plus bas, on était correct. Quand on y pense, dans les faits, c'est un concept qui tient la route. Si la glycémie elle est plus stable, si l'insuline elle est plus stable, en principe, on est en meilleure santé métabolique. Le problème, c'est que le fructose va aller, il va perturber tous ces phénomènes-là et va aussi saboter la santé du foie, ce qui n'est pas tout à fait une bonne solution. Non, parce que si on a un foie gras, ça cause de la résistance à l'insuline. Si on a de la résistance à l'insuline, ça cause le foie gras. C'est un cercle vicieux qui s'installe. Et l'insuline, ça fait quand même partie des signaux dans notre corps pour dire « Hey, on est à l'état nourri, c'est beau, tu peux arrêter de manger. » Donc, ça aussi, ça perturbe de ce côté-là. Il y a l'hypogénèse de novo aussi. La consommation de fructose, ça accélère la création d'acides gras à partir de molécules de fructose, puis ceux-ci sont principalement stockés au niveau abdominal. Fait quand on a de la résistance à l'insuline, quand on est dans le syndrome métabolique, quand on a de la stéatose hépatique, bien, on a tendance à stocker notre gras au niveau tronculaire, abdominal, intra-abdominal, périviscéral. Si le foie est gras, le pancréas est gras, ça s'appelle la lipomatose pancréatique. On ne la voit pas à l'écho, la lipomatose pancréatique, chez la majorité des gens, parce que le pancréas est un petit peu trop profond. Mais s'il y en a dans le foie, dites-vous bien hein, qu'il y en a dans les autres organes, autour des autres organes. Et le gras intra-abdominal, c'est un gras qui est très inflammatoire pour le corps. Donc, ça participe à de la douleur chronique, de la fatigue chronique, du brouillard mental. Ça fait augmenter la pression artérielle, etc., etc. Et finalement, le circuit de la récompense, dans notre cerveau, hein, on a un circuit de la récompense qui nous aide comme êtres humains à savoir qu'est-ce qui favorise la survie, puis des comportements comme quand on a très soif, boire de l'eau, ça fait du bien. Quand ça fait du bien comme ça, si après ça, que vous aviez très soif, vous avez bu de l'eau, vous avez bu 1 litre d'eau, vous êtes vraiment bien, la soif est étanchée, je vous en donne, je vous oblige à en boire un deuxième. Le deuxième litre d'eau, il ne fait pas du bien. Le premier litre d'eau, là, il est allé répondre à un besoin de survie, puis il est allé, au niveau du circuit de la récompense, nous faire relâcher de la dopamine. C'est ça, la récompense. C'est quand notre cerveau, il dit « Ah, t'avais soif, t'as bu, c'est... Hein? Ça, c'était cool. Ça, c'était bon pour nous. » On va être encore là demain grâce à ça. Fait que le fructose, dans le fond, il peut aller activer le circuit de la récompense. Puis là, le cerveau, il est comme « Oh, manger du fructose, oh mon Dieu, que c'est bon pour nous, j'en veux encore et encore et encore. » Donc, ça peut avoir un impact sur nos comportements alimentaires. Ça peut très certainement avoir un impact pour toutes les personnes qui ont une dépendance alimentaire. La fameuse fat switch,
c'est conservé dans l'évolution, puis ça sert chez certains animaux. Dans le cas de l'hibernation, les ours, à l'automne, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se gaver de petits fruits, de miel. Pourquoi? Parce que la fat switch va être allumée, ils vont stocker énormément de gras, ce qui va leur permettre de traverser un hiver sans manger en étant en jeûne. Les ours jeûnent. La migration, quand on a une outarde qui doit traverser 2-3 pays et voler à température très, très froide, pas notre genre de température, ni à toi, ni à moi. Non, on est thermothérapie chaude, nous autres. Oui, tout à fait. Sauna, Mexique. Plage, oui, voilà. Donc, les bernaches doivent stocker du gras dans leur foie pour pouvoir avoir l'énergie de la migration. Il y a aussi les chauves-souris. Les chauves-souris, ça bat des ailes très, 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 très rapidement. Ils mangent des petits fruits. Pourquoi? Pour stocker du gras, pour arriver à répondre à ce besoin très, très, très énergivore que le mouvement des ailes crée. Restons dans le monde animal. Vous savez comment on produit, bien, vous savez qu'on peut produire du foie gras de d'oie ou de canard par gavage. Vous le savez sûrement qu'on ne gave pas ces oies et ces canards avec du beurre et de l'huile d'olive. Hein? Quand on veut faire du gavage, bien pas vous et moi, là, mais les gens qui font du gavage utilisent des glucides et du fructose, donc dans le fond de la pâte de maïs composée d'amidon. Et il y a du fructose là-dedans. On utilise aussi de la mélasse, dans le fond. Et le foie de canard et le foie d'oie, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce sont des animaux qui sont omnivores, comme l'être humain. Et le foie de canard, le foie d'oie, fonctionne comme un foie d'humain. Puis ici, en haut à gauche, on voit un beau petit foie rouge-brun dans le fond, tout petit, qui pèse 75 grammes. Et plus on met dans cet animal-là du fructose et des glucides et des amidons et du sucre, etc., bien, plus le foie va devenir gros, comme vous le voyez là, et blanc et farci de gras, dans le fond, en 14 jours à peu près. Notre foie humain fonctionne pareil comme ce foie-là. Si on bourre notre corps de glucides, d'amidon, de fructose, il arrive la même chose à notre corps. Heureusement, on n'a pas le même destin que ces oies-là, mais c'est le même principe, il va arriver la même affaire. Fait quand on pense foie gras, manger, diagnostic de foie gras, c'est le même foie gras, c'est les hépatocytes qui sont farcis de gras, qui ne provient pas du beurre ou de l'huile d'olive, mais qui proviennent de l'excès de molécules de glucose et surtout de fructose, entre autres. Ce n'est pas la seule cause, là, il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut développer de la stéatose hépatique. Mais cette cause-là, c'est la racine, la cause, l'étiologie sur laquelle on a le contrôle. Le diagnostic, Sophie, je pense qu'il faut qu'on accélère. Hein? Non, je pense qu'on n'est pas pire. Parce qu'on parle... Non, on n'est pas pire. Je te dis, on n'est pas pire. On n'est pas pire. OK. Le diagnostic, pourquoi? On est vraiment réputé pour utiliser tout le temps alloué. Oui, si on n'a pas de temps pour des questions, on va être au kiosque de livres après, là, puis ça va nous faire plaisir. Sophie Reiss a beaucoup de jasettes, là, mais... Evelyne n'est pas pire aussi. Bon, pourquoi faire un diagnostic? Bien, parce que le foie, il y a la possibilité de se régénérer. Une fois que le foie est gras, tant que le foie n'est pas en cirrhose, on peut améliorer son foie, on peut rebrousser chemin. La maladie stéatosique, dans le fond, elle est chronique et progressive habituellement si on ne fait rien. Si on ne le sait pas ou on ne se fait pas dire « Hey, c'est possible », bien, elle va juste continuer à se détériorer parce que les habitudes qui ont mené à la stéatose, bien, si on ne le sait pas qu'on doit les changer, ces habitudes-là, nos habitudes sont chroniques et progressives, dans le fond. Et quand on a un diagnostic de stéatose hépatique ou de MASLD, ben, ça nous prédispose à une insuffisance hépatique dans 15 à 20 ans si ça continue, un cancer, une maladie cardiovasculaire, etc. Là, je veux juste que vous visualisiez le processus dans notre société, puis que vous pensiez, les flèches ne sont pas obligées d'aller dans cette direction-là. Up to you. Fait qu'un beau foie tout brun, tout foncé, qui devient de plus en plus beige, éventuellement va devenir inflammé. Ils auraient dû le faire plus gros. En fait, ils ont juste fait copier-coller puis ils l'ont dessiné autrement. Mais stéatohépatitis, là, c'est l'inflammation est pognée. Donc, souvent, rendu là, on a de l'hépatomégalie aussi. Après, on est en fibrose. Jusqu'à la fibrose, il y a du potentiel de rebrousser chemin. Si la fibrose se transforme en cirrhose, là,
c'est too late. La cirrhose, ça ne se renverse pas. Puis il y a un certain pourcentage de la cirrhose qui va évoluer vers le carcinome hépatocellulaire. Évidemment, rendu là, c'est trop tard. Évidemment, rendu là, vous allez espérer une greffe de foie, puis vous allez espérer que vous allez avoir un candidat, puis que quelqu'un va mourir et va vous léguer son foie parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de foie extracorporel qui a été développé par la médecine. On a des cœurs, on a des poumons, on a des reins extracorporels aux soins intensifs en cas de besoin. Il n'y a pas de foie extracorporel. Fait que si votre foie est en train de mourir, vous êtes en train de mourir. Le diagnostic, comment qu'on fait ça? Bien, en réalité, la vraie façon de faire un diagnostic, c'est la biopsie, ce qu'on ne fait pas. C'est très invasif, ça peut faire des infections, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est on utilise de l'imagerie ou une combinaison imagerie, prise de sang et autres, et incluant le fibroscan, pour avoir un haut degré de suspicion de. Donc, l'échographie, c'est abordable, ça ne coûte pas très cher à la société, c'est rapide, les machines sont rendues vraiment performantes, les radiologistes font ça en quelques minutes. Donc, une échographie du foie, ça peut être très utile. Évidemment, il faut être échogène, donc quelqu'un qui est en très grand surpoids pourrait ne pas être assez échogène pour qu'on puisse faire le diagnostic avec une échographie. Mais avec l'échographie, on se rappelle que ça prend au moins 30% des hépatocytes farcis de gras pour qu'on soit capable de voir quelque chose. Puis on va vous montrer des images d'échographie de stéatose hépatique tout à l'heure. Dans le bilan sanguin, on peut regarder très certainement AST si le laboratoire accepte de doser cet enzyme, mais de moins en moins, disons. ALT, qui est plus spécifique au foie. On peut regarder GGT, ça nous donne des pistes. Ferritine, c'est un marqueur de vos réserves de fer. Mais quand c'est très élevé, ça peut être un marqueur inflammatoire. Puis cette inflammation-là est beaucoup dirigée autour du foie. Donc, une ferritine élevée, moi, je vais regarder le foie. Triglycérides, évidemment, parce que si vous mangez beaucoup trop de glucides ou vous buvez trop d'alcool, bien, votre foie va avoir fait de la lipogenèse de nouveau. Donc, triglycérides élevés, foie gras jusqu'à preuve du contraire. Acide urique aussi, même affaire. L'acide urique, c'est un déchet qui s'accumule quand le corps dégrade du fructose en particulier. Mais c'est juste des pistes, c'est juste des indices. Il y a une très mauvaise corrélation entre ALT, qui est la meilleure enzyme pour le foie, et ce qu'on va trouver à l'échographie. Donc, ce qu'on voit en clinique après avoir fait des centaines d'échographies hépatiques, je peux vous dire, hors de tout doute, que la majorité des gens vont avoir des ALT normaux, tout à fait dans le range, et ils vont avoir une stéatose hépatique légère à modérée. Quand les ALT sont élevés, c'est que la stéatose, elle est passée le stade de modéré la plupart du temps. Donc, sévère ou très sévère ou avec hépatomégalie et autres. Et évidemment, quand on tombe en cirrhose, bien là, les ALT redescendent et paraissent normaux. Mais là, il y a d'autres signes là, qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut faire une résonance magnétique. Au Québec, c'est un peu plus compliqué d'avoir accès à cette imagerie-là, mais des fois, c'est fait de manière fortuite. Ils ont fait une résonance pour autre chose, puis ils ont vu au passage qu'il y avait de l'hépatomégalie avec une stéatose. On peut faire, bien sûr, un fibroscan. Ça se fait dans les grands centres. Ça ne se fait pas dans tous les hôpitaux. Il faut calculer le score FIB4, et là, on dirige ou pas en gastroentérologie pour un fibroscan, qui peut effectivement voir à quel point le foie est fibrosé ou à quel point le foie est en train de développer une cirrhose. L'enfant de 9 ans, le case report dont on a parlé brièvement tout à l'heure, c'était ça. Lui, dans le fond, il le suivait au fibroscan, puis il constatait qu'il était rendu en cirrhose, puis que c'était en train d'évoluer. Puis c'était un case report qui parle de ça. Donc, c'est ça pour le diagnostic. Il y a un algorithme ici. On ne va pas passer au travers de l'algorithme, c'est peut-être même pas pertinent pour vous, mais c'est un algorithme qui existe officiellement quand on a des preuves cliniques, Primary Risk Assessment, par exemple FIB4 ou autres, qui nous portent à croire qu'il pourrait y avoir une stéatose hépatique. Mais le gros de l'algorithme, là, dans le fond, c'est plus pour suivre. C'est plus ça qu'on fait quand on constate qu'il y a une stéatose hépatique avec nos patients, on suit. À suivre. Ouais, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la partie la plus cool. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas manquer de temps pour cette partie cool-là. On va parler du renversement de la stéatose hépatique. Pourquoi? Parce que ça se fait très, très, très bien. On va parler d'alimentation et de jeûne. On va parler de masse musculaire. On va parler des apports en vitamine E qui sont des preuves émergentes. Puis il y a aussi d'autres preuves émergentes sur d'autres protocoles qui existent.
On va commencer par quelque chose qu'on aime beaucoup, Evelyne et moi. Alimentation et non-alimentation. Non-alimentation étant un synonyme de jeûne. Donc, permettre au corps de stocker. Quand on se nourrit, on veut emmagasiner de l'énergie, des nutriments, mais on veut que notre corps alterne, fasse une bascule entre je stocke, je déstocke, je stocke, je déstocke. Par exemple, je déstocke la nuit. La nuit, on ne peut pas être en train de manger, on doit être en train de dormir. On compte sur les petites réserves qu'on a faites dans la journée pour vivre. Et normalement, un être humain en bonne santé métabolique, avec une bonne flexibilité métabolique, passe du temps en mode nourri, je stocke, je construis, et passe du temps en je déstocke, je déconstruis, je répare, etc. Et il y a une bascule qui se fait entre les deux. Donc, alimentation, non-alimentation. C'est deux pôles essentiels à la bonne santé métabolique, à l'être humain. Malheureusement, au Québec, en 2025, la majorité d'entre nous, on est pris dans le mode anabolique, le mode construction, le mode stockage, et on est coincé là, et notre corps n'a plus la capacité métabolique et hormonale de faire un switch, de faire une bascule de l'autre bord, et d'équilibrer et d'empêcher l'installation justement de la dysfonction métabolique. Donc, une des techniques qu'on peut employer dans la vie, si on a une stéatose hépatique ou on a un syndrome métabolique puis on n'a pas envie d'attendre d'avoir une stéatose hépatique, bien, on peut être proactif et réduire ses apports en glucides, en aliments transformés, parce que la majorité des aliments transformés sont riches en glucides et en autres ingrédients qu'on ne reconnaît même pas. Manger moins de gros volumes, l'excès de calories, quelqu'un qui mange trop d'énergie tout le temps, les gens qui ont des troubles de comportement alimentaire ou qui ont de l'hyperphagie ou qui ont de la dépendance de ce côté-là, que pour eux, la relation avec la nourriture n'est pas facile, on va dire ça comme ça, puis qui mangent des gros volumes. Bien, les gros volumes, c'est trop d'énergie, fait que le foie, quand il y a trop d'énergie qui rentre, il fait de la lipogenèse de novo, entre autres choses. Réduire, voire éliminer la consommation d'alcool, surtout en phase de renversement. Ça tombe sur le sens que si on a un foie qui ne va pas bien, on ne devrait plus boire d'alcool. Mais les gens pensent, bien moi, si j'en bois juste 1 ou 2 ici et là, 3, 4, 5 par semaine, c'est correct parce que c'est bien en bas des normes. C'est important de savoir que si vous avez déjà une stéatose hépatique qui commence légère, modérée, sévère, mettons, bien, même si vous prenez peu de consommation d'alcool, bien en dessous des normes recommandées, si vous mettez de l'alcool par-dessus un foie qui est gras causé par la dysfonction métabolique, cet alcool-là va frapper beaucoup plus fort parce que vous avez déjà un foie qui est malade. Fait que quelqu'un qui a une stéatose hépatique, moi, ce que je leur dis, c'est le moins possible. Essaye d'être un petit moine tibétain pendant les 3 à 6 prochains mois. Le temps qu'on renverse cette affaire-là, ça va te donner une chance parce que l'alcool frappe beaucoup plus fort quand il y a déjà de la maladie. Les périodes de jeûne qui se prolongent au-delà de 24 heures. Les gens qui disent, bien moi, je fais du jeûne intermittent. Pour la plupart des gens, le jeûne intermittent, ça veut dire sauter le petit déjeuner. Alors qu'en réalité, intermittent, ça veut juste dire parfois je jeûne, parfois je ne jeûne pas. Par opposition à une semaine par année, je m'en vais en France ou au Québec dans un centre de jeûne et je fais un jeûne de 10 jours, par exemple, ou de 21 jours, comme il se fait en Europe, sans problème, sans aucune accusation de charlatanisme et autres. Fait que, par opposition à faire des longs jeûnes prolongés, de faire des jeûnes intermittents, quelques jours je jeûne par semaine, quelques jours je ne jeûne pas, c'est plutôt ça que ça veut dire du jeûne intermittent, mais bon. Donc, de faire des périodes de jeûne, mais pas juste sauter le petit déjeuner, ce n'est pas une assez grosse fenêtre, sauter le petit déjeuner pour la majorité des gens pour que vous puissiez vider vos réserves de glycogène. Et c'est ça qu'on veut. On veut vider les réserves de glycogène, puis c'est après que la magie hormonale, que la bascule s'opère. Et quand cette magie et cette bascule métabolique s'opèrent, c'est là que le foie dit, bon, ben écoute, on a vidé l'argent du portefeuille, on va aller dans la banque. Maintenant, on va aller chercher de l'argent dans la banque, on va aller là où il y a bien du gras de stocker. On a fini de brûler le sucre, on va brûler du gras, puis je vais commencer par le gras qui est là dans moi-même. T'sais. Donc, quand on fait plus que 24 heures, on a des bonnes chances d'aller recruter, entre autres, le foie, pas juste, mais le gras qui est dans le foie. Donc, la réduction thérapeutique des glucides et le jeûne améliore la sensibilité à l'insuline, diminue les triglycérides, diminue l'acide urique, la ferritine, diminue l'inflammation, puis tout ça, ça participe à aider à renverser la stéatose hépatique. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'histoire du bain qui déborde. Bien, quand on a une alimentation qui est inappropriée, puis qu'on a le foie gras, c'est comme si on avait un bain qui déborde comme ça, puis les robinets sont ouverts dans le tapis, puis là, il faut mopper, puis ramasser, puis là, c'est compliqué. Le premier truc qu'on doit faire, c'est fermer les robinets. Fermer le robinet revient à dire réduire sa quantité de sucre, réduire sa quantité de fructose qui rentre.
Là, votre bain il est plein. Si vous faites que de l'alimentation réduite en glucides, votre bain va finir par se vider parce que tranquillement, pas vite, ça va s'évaporer. Des petits jeûnes de nuit ici et là, pouf, pouf, ça va descendre. Mais si vous voulez vider le bain, le meilleur truc, c'est quoi? Enlever le bouchon. Le jeûne, c'est enlever le bouchon. Donc, les gens qui ont un foie gras, moi, hier, l'excellente docteur Albert disait qu'elle était une horticultrice. Evelyne et moi aussi, on est des horticultrices. On sème des graines. Chez les gens qui ont un foie gras, on dit toujours, pense à améliorer ton muscle du jeûne. Pense à prolonger tes périodes de jeûne et avoir de la récurrence dans tes patrons de jeûne, parce que ça, c'est le meilleur outil pour vider le bain. Réduction thérapeutique de glucides, il y a des études randomisées, contrôlées. Utiliser la réduction des glucides, voire une alimentation très, très basse en glucides, voire cétogène, ça permet au corps de retrouver sa flexibilité métabolique. Quand on mange moins de glucides, on mange des protéines et du gras, on a une meilleure satiété, on est capable de jeûner plus facilement, notre glycémie elle est plus stable, notre insuline elle est plus stable, ça permet d'optimiser tous nos comportements d'alimentation et de non-alimentation. Il y a de la littérature scientifique sur le sujet. Le jeûne, même chose. On dit jeûne intermittent, Evelyne l'a très bien décrit. Jeûner intermittent, ça ne veut pas dire faire du 18-6, sauter le petit déjeuner, c'est d'avoir des patrons de jeûne qui durent au-delà de 24 heures pour vider ses réserves. Si vous ne vous y connaissez pas en jeûne, que ça vous intéresse, on a un excellent livre qui s'appelle Le Grand Livre du jeûne. Puis, on décrit tout. Pourquoi jeûner, comment choisir son patron, comment maximiser ses jeûnes. Ça nous fera plaisir de vous l'expliquer tantôt. Mais plus vos jeûnes vont se prolonger, plus ça vous permet de faire la bascule métabolique qui va dire au foie, OK, maintenant, c'est le temps de brûler du gras, puis pourquoi pas te servir à même tes propres réserves. D'ailleurs, à titre informatif, juste comme ça, il y a une étude qui montre que si on fait un 64 heures, donc 2 jours et demi, honnêtement, no big deal si on compare à 21 jours qu'on peut aller faire en Allemagne, on est capable de réduire le volume du foie de 23 %. Fait que ça, c'est significatif. Hein? Imaginez, ça n'en prend pas tant que ça, des jeûnes, en termes de répéter la fréquence de ces jeûnes-là pour avoir des améliorations significatives au niveau du parenchyme hépatique. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait plus que 64 heures de jeûne? Levez donc la main, ceux qui ont fait plus que 64 heures. Bon, super, super. Lève ta main. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai un billet. Oui. La masse musculaire, c'est un contributeur important au métabolisme pour avoir un métabolisme qui est plus efficace. Les muscles, c'est des gros consommateurs de molécules de glucose, donc ça aide à avoir une glycémie, une insulinémie stable, ça aide à diminuer la résistance à l'insuline, ça aide à ne pas développer de la résistance à l'insuline. La masse musculaire est une force de préhension aussi. Hein, plus on est capable de serrer fort avec notre main, plus c'est corrélé avec une belle longévité. Et ça nous permet aussi d'aider à diminuer les risques ou de prévenir la stéatose hépatique sévère. Fait que ça, c'est plus en termes de prévention. Moi, je n'ai pas vu en clinique à date, Sophie non plus en coaching, des gens qui avaient une stéatose hépatique, se sont mis à faire de la musculation, c'est la seule chose qu'ils ont faite, puis qui ont été capables de renverser leur stéatose hépatique. Je ne l'ai pas vu, mais c'est bien d'agir en prévention aussi. Et vous savez que la masse musculaire, c'est votre meilleur organe de longévité. Juste pour le fun, à main levée, qui fait de la musculation, qui s'occupe, qui lève de la fonte, qui fait quoi que ce soit pour investir dans sa masse musculaire? Super! Les autres, 2025, c'est votre année. Mettez-vous à lever de la fonte, investissez dans votre longévité avec vitalité. Hein? On veut vivre vieux, mais on ne veut pas vivre vieux dans un CHSLD au Québec. Ça, c'est clair pour tout le monde, n'est-ce pas? La pandémie nous l'a montré hors de tout doute, mais ça prend une bonne masse musculaire et ça nous aide à avoir une santé métabolique optimale. La vitamine E, je vais passer très vite. Il y a des études sur l'utilisation de la vitamine E, qui est un antioxydant puissant. Et on peut utiliser la vitamine E, plus particulièrement le tocotriénol, supérieur à l'alpha-tocophérol. Toutefois, il n'y a pas encore actuellement
dans des études, des protocoles très clairs de quelle dose, quelle durée, combien de temps, etc. Et vous savez tous que la vitamine E, dans le fond, elle a une fenêtre thérapeutique un peu plus étroite que d'autres affaires, par exemple. Fait qu'on peut tomber dans le toxique si on fait n'importe quoi. Fait que, tu sais, un patient qui vous dit « Ah, ça a l'air que la vitamine E, ça renverse le foie », puis il se met en prendre des grosses quantités, bien, il pourrait tomber théoriquement dans une zone toxique. Donc, pour l'instant, on n'a pas de protocole à vous proposer qui ont été validés puis qui ont été documentés dans la science. Il y a d'autres affaires. Vous savez, bien sûr, j'imagine que les Ozempic de ce monde, les agonistes GLP-1, il y a des études en cours actuellement qui démontrent, ils essayent de démontrer en fait que quand on perd beaucoup de poids, bien, ça aide l'amélioration de la stéatose hépatique. Donc, actuellement, il y a des études en cours pour aller chercher ces indications-là de manière officielle. Donc, probablement qu'il va y avoir des changements dans nos lignes directrices dans les prochaines années si ces études-là sont positives. Il existe d'autres approches aussi, par exemple des protocoles avec l'acide alpha-lipoïque, avec ou sans bleu de méthylène. Ce sont des choses qui se font ailleurs qu'au Québec, à ma connaissance, mais je ne sais pas tout. Mais c'est des protocoles qui se font dans d'autres pays avec beaucoup de succès, mais qui sont moins populaires ici, et il y a très peu d'études sur le sujet, bien sûr. Il n'y a pas d'études randomisées contrôlées. Il y a des analyses où est-ce qu'ils ont trouvé l'information en intervention croisée, puis ils ont observé ça. Fait qu'il n'y a pas encore d'études sur le sujet. Là, on finit. On conclut avec ça. On finit dans le cool. On vous parle de 3 cas cliniques. Un homme de 29 ans diabétique en surpoids, une femme de 67 ans diabétique, dyslipidémie, hypertension. Tu veux ça? Je vais prendre le laser. Mon Dieu, on me dépouille. Puis le 3e cas, un homme de 67 ans qui a un léger surpoids, mais qui a un syndrome métabolique et beaucoup de douleurs. Donc, voici moi, j'adore ça. Dans les médias sociaux, les gens adorent les grosses pertes de poids, tu sais, le avant-après. Moi, j'adore les échographies avant-après. Là, ça me fait bien plus triper. Fait qu'on a un avant-après de foie. Là, je vais vous montrer avec le pointeur. À gauche, complètement, c'est le avant. À droite, c'est le après. À gauche, dans le fond, vous voyez le rond dans le milieu, le rond noir, puis dans le centre du rond noir, il y a du blanc, OK? Ce rond-là, noir avec du blanc, c'est un rein. C'est le rein droit. Et le parenchyme du rein, dans le fond, le tissu du rein, ce n'est pas un organe de stockage, le rein. Fait que normalement, le rein, il est noir, noir, noir. Un petit peu grisâtre ici quand même, là, mais il est noir, 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 le rein normalement. Et à côté, je ne sais pas si le laser, on voit rien. Non, j'ai essayé tantôt, je n'ai pas trouvé. Bien, pas j'ai pas trouvé, mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. OK. À côté, au rein, c'est le foie, dans le fond. Fait que le foie, normalement, il devrait être exactement de la même couleur que le parenchyme du rein rénal. Donc, le noir du rein et le noir du foie devraient être le même noir. Quand ce n'est pas le même noir, ça veut dire qu'il y a une certaine quantité de stéatose hépatique. C'est quand même un peu subjectif parce que la sonde d'échographie ne va pas dire le foie est gras à 45,2 %. C'est à l'œil que le radiologiste, comparant au noir du rein, va dire ça m'a l'air léger, modéré, sévère, puis c'est selon l'expérience, selon la machine aussi. Donc, il y a un certain degré de subjectivité quand même là-dedans. Ça, ce jeune homme-là, il est allé consulter à l'urgence pour une douleur abdominale quelconque. La radiologiste, dans un contexte d'urgence, dans un hôpital qui roule, vous imaginez, a passé 2 minutes avec lui. Elle y a mis la main, puis elle a dit « Oh, monsieur, vous avez le foie gras en passant. Savez-vous que c'est réversible la stéatose hépatique? Si vous mangez moins de glucides, vous seriez capable de renverser votre stéatose hépatique. Goodbye! » Et elle est partie. 2 minutes. Le gars, peut-être que c'est un ingénieur. Les ingénieurs, là, tu sais, problème-solution. Le gars, il a dit « OK, on va faire ça. » Fait que quelques mois plus tard, en novembre, ça c'était en mars, en novembre, il est retourné à l'urgence pour une autre raison, puis il est retombé sur la même radiologiste par pur hasard qui lui a refait une écho et qui a dit « Oh my God, votre foie est nettement amélioré. Vous le voyez ici, le rein il est plus gros, là, c'est une question de profondeur. OK, le rein est plus gros, mais on voit que le foie il est plus noir. Est-ce que vous le voyez, tout le monde? Oui, OK. Elle lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous avez fait? » Il a dit « Je t'ai écouté. » J'ai baissé mes glucides. J'ai baissé mes glucides, puis lui, il était diabétique de type 2 et son hémoglobine glyquée, 4,7. Bien ça, moi, je suis plus impressionnée par ça parce que ça, j'ai des
milliers de patients chez qui, ben non, je vais dire des centaines, parce qu'ils n'ont pas tous le diabète, ceux qui viennent nous consulter, mais de passer d'une hémoglobine glyquée à 8, à 7, à 4,7, ça se fait très, très bien. Plus besoin de médicaments, ça, c'est la norme. Là. Ça, c'est no big deal, mais le foie, j'adore. Moi, je le trouve très beau. Je les regarde régulièrement, c'est avant-après là. Une autre patiente, une madame de 67 ans qui avait diabète de type 2, elle se piquait à l'insuline depuis 35 ans qu'elle se piquait à l'insuline 3-4 fois par jour. Et évidemment, vous savez que le diabète, c'est chronique et progressif, il n'y a rien à faire, mais non, il y a tout à faire encore. Elle a complètement cessé son insuline, entre autres choses, mais elle était en surpoids, elle avait de la dyslipidémie, elle avait de l'apnée du sommeil, elle avait de la stéatose hépatique, elle avait une dépression chronique, légère de toute sa vie, elle avait de la douleur, etc. Bref, elle s'est mise... L'incontinence urinaire aussi. Oui, ça allait moins bien, mais c'était un cas assez typique quand même dans notre société, dans le fond. Et elle s'est mise à la réduction thérapeutique des glucides et à le jeûne. C'est un outil, ces deux-là mis ensemble, c'est vraiment synergique, c'est extrêmement puissant. Donc, son rapport avant, j'aime beaucoup les rapports avant-après aussi, même s'il n'y a pas d'image, j'adore ça. Importante stéatose hépatique sans hépatomégalie, fait que ça c'est bien, on sait qu'on est un petit peu moins loin sur le continuum. Donc, on sait qu'il y a un potentiel de renversement encore plus important. J'adore. Là, c'est dans son échographie de contrôle, quelques mois plus tard, on était ici en octobre. Puis là, on est en janvier. Puis on est en janvier. Nette amélioration de l'écostructure du foie. Conclusion, stéatose hépatique que je qualifierais de légère. Sévère à légère en quelques mois. Oui, octobre à janvier, c'est pas très long en fait. Puis on le sait que c'est pas long parce qu'il y a des études en chirurgie bariatrique qui nous montrent qu'avant la chirurgie bariatrique, dans certains centres, on leur fait faire une diète spéciale pour réduire la taille du foie, pour que quand on fait de l'aparo, le foie n'est pas dans le chemin puis on est capable de voir ce qu'on a besoin de voir. On sait qu'on peut réduire un foie, on sait qu'on peut renverser la stéatose hépatique. Ça, là, c'est clair dans la littérature scientifique, il y en a de ça. Pourquoi on n'entend jamais parler? Pourquoi on offre ça aux gens pré-chirurgie bariatrique, mais qu'on n'en parle pas à nos patients? C'est tout un mystère. Bref, voici mon cas numéro 3, un homme de 65 ans qui n'était pas tant en surpoids, mais bon, puis lui, c'était un monsieur qui pratiquait des arts martiaux puis qui avait arrêté de pratiquer des arts martiaux parce qu'il y avait trop de douleur, dans le fond. Fait que lui, ça c'est son avant. Vous voyez le rein? Regardez comment le foie descend jusqu'en bas, puis remonte. La ligne blanche que vous voyez à gauche, là, c'est la bordure de son foie. C'est un foie immense, ça, là. C'est clairement un foie qui descend, puis qui traverse la ligne médiane, puis qui occupe une bonne proportion de l'abdomen, dans le fond. Donc, stéatose hépatique sévère avec hépatomégalie. Malheureusement, le DSQ étant ce qu'il est, je n'ai pas été capable d'obtenir d'image après. Ça n'arrête pas de planter. J'ai appelé, j'ai passé beaucoup de temps. Je n'ai pas d'image d'après. J'ai juste le rapport. Stéatose hépatique modérée plutôt que sévère. Puis là, il n'y a plus d'hépatomégalie. Donc, ce monsieur-là, il est en chemin vers une amélioration de son foie. Il n'a pas fini, mais ça va mieux. Voilà. Hey, crème, on est dans le temps avec 2 minutes. C'est jamais vu. Donc, si vous voulez me consulter, je suis au privé. J'ai décidé de sortir du système parce que je n'étais pas capable de faire de la belle médecine à mon goût, à moi, dans le public. Donc, je suis dans le privé et je passe minimum 1 heure avec chacun de mes patients. Est-ce qu'on peut récupérer, s'il vous plaît, la dernière diapo? Merci. Donc, si vous voulez me référer des clients, des patients, j'en prends continuellement parce que je ne deviens pas leur médecin de famille. Je les aide avec leur santé métabolique et hormonale. Mais donc, vous pouvez me consulter. Si vous avez vous-même ou des clients patients que vous voulez référer en réduction thérapeutique des glucides et en jeûne, Sophie fait des coachings sur Zoom partout dans le monde. Elle-même ou vos patients peuvent être partout dans le monde. Elle n'est pas limitée géographiquement comme moi. Et tout le monde, on aimerait énormément que vous écoutiez ou que vous suiviez notre podcast « Sentez-vous mieux ». Donc, si vous voulez aller dans votre application Spotify, Balados, etc., cherchez « Sentez-vous mieux » et juste faire cliquer sur « Suivre ». J'aime. Ça nous ferait grandement plaisir. On aborde toutes sortes d'aspects sur la santé métabolique. On a 2 épisodes sur quoi savoir avant de se piquer à l'Ozempic, entre autres, que beaucoup de nos collègues médecins disent à leurs patients, ça vous intéresse l'Ozempic? Allez d'abord écouter le pour et le contre, puis revenez nous voir ensuite. Bref, ça nous ferait un petit velours si vous suiviez notre podcast.
Et si vous voulez nous lire, ça, c'est nos derniers livres. On en a 9 au total, mais ça, c'est les derniers. Celui de gauche, il est seulement disponible en France, mais il est déjà numéro 1 dans les ventes dans sa catégorie sur Amazon. Et Cuisine méditerranéenne, métabolique et jeûne sont en vente au kiosque. Donc, venez nous voir si vous voulez en jaser. Ça va nous faire grand plaisir. Et voilà, nous vous remercions de votre attention. Je pense qu'elle mérite qu'on leur fasse une belle vague. C'est la tradition maintenant. Oui, Ben voilà, on fait t'as ça. bien fait. Je vois que le temps file, mais si vous avez quand même des questions, parce qu'après ça, c'est la pause. Avez-vous des questions? Hey, mon Dieu, il y en a plein. OK. Avant de faire le tour des questions, je vous fais quand même 2 petites annonces, parce que ceux qui n'étaient pas là pas l'année passée, mais hier, je sers aussi d'infopub vivante. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment ça. Je vous donne 2 infopubs. Donc, la première, il y a l'équipe de Prélève au kiosque 32. Ils ont leur Véro, OligoScan, c'est ça comme ça que je le dis? OligoScan. Hey, une chance que vous êtes là. C'est écrit à main, OK? Pour prendre votre bilan de métaux oligo-éléments. Oligo. Hey, vas-y. C'est là pour ça. Oligo-éléments. Et des vitamines. Ils ont un prix spécial pour le congrès. Ils ont des tests aussi sur place pour les intolérances alimentaires. Donc, c'est vraiment un beau kiosque à arrêter. Allez-y et certainement qu'ils seront en meilleure posture que moi pour épeler tous ces mots écrits à la main par leurs mains. Et l'autre chose, l'équipe de Union Nature, ils sont certifiés Écocert et Santé Canada. Et c'est une entreprise fièrement québécoise qui célèbre leur 30e anniversaire et ils nous offrent 15 % de rabais. Je nomme ces 2-là, j'en nommerai plein d'autres, mais je vous invite quand même à être curieux, que la curiosité, c'est notre super pouvoir, et à aller butiner dans les kiosques des partenaires sur place qui sont juste derrière puis sur le côté. Mais avant de vous redonner rendez-vous ici à 10h30, moi, je ne quitte pas tant qu'il n'y a pas un micro qui va se faire aller. Donc, allez-y. Qui serait en premier? Je pense que tu as été vite. 1, 2, puis après ça, on y va comme ça. Tiens, ça fait plaisir. Bravo les filles, vraiment, c'était extraordinaire, comme d'habitude. Ouais. Je pense que c'est une question très pertinente pour, devant tout le monde. Concrètement, en tant que professionnel de la santé, qui devrait-on cibler pour aller passer son écho? Est-ce que c'est vraiment, il faut attendre que les ALT soient augmentés, les triglycérides augmentés? Qui vous ciblez? Parce qu'on ne peut pas envoyer tout le monde en écho. Fait qu'est-ce que vous pouvez préciser ce point-là, s'il vous plaît? Oui, c'est une très bonne question parce que quand même, les ressources sont limitées. Puis, il y a pas la stéatose hépatique, elle va tuer personne à court terme, c'est sûr. Fait que quand on est dans un objectif de il y a le feu, puis on cherche quelque chose qui est mortel puis dangereux, puis que notre système il est tellement engorgé que c'est presque juste ça qu'on gère à cette heure. Tu sais, quand le feu est déjà pogné, il y a tellement plus de place à la prévention, tu sais, dans le fond, que l'idéal, ce serait presque que pratiquement tout le monde qui est en surpoids et ou qui a des perturbations au niveau de son bilan sanguin métabolique, qu'un des critères est plus de syndrome métabolique, quelqu'un qui s'inscrit dans cette continuité-là, très certainement prédiabétique, diabétique, absolument, ça vient dans le package sans frais additionnels. Vous êtes prédiabétique, diabétique, vous avez le foie gras. C'est jusqu'à la preuve du contraire, là, ça vient avec. Fait que je t'entends qu'on ne peut pas envoyer tout le monde faire une écho, mais moi, de mon point de vue, dans mon cœur à moi, je demeure convaincue qu'on doit mettre aussi des ressources en prévention, puis qu'on ne peut pas attendre que le système soit désengorgé parce qu'il ne le sera jamais, parce qu'on n'a jamais fait de prévention. T'sais. Puis là, vous en faites de la prévention, mais dans la médecine standard moderne, il n'y a plus de place, il n'y en a pas de place pour la prévention. On est tout le temps dans la réaction, on est tout le temps dans l'aigu, on est tout le temps dans le sévère, on est tout le temps à donner à ceux qui ont le feu, là, puis que c'est minuit moins une, puis qu'on oublie là, que la personne qui est en cirrhose, qui est en insuffisance hépatique, là, v'là 15 ans, v'là 20 ans, elle avait une petite stéatose légère à modérée, mais personne n'y a dit, puis personne n'y a dit quoi faire avec ça. Fait que mon opinion personnelle, c'est que tout le monde qui est potentiellement à risque devrait se faire une écho, devrait savoir, puis devrait se faire dire « Hey, c'est réversible si ça te tente ». Dans un système où tout est surchargé tout le temps, bien, ce n'est pas une question qui est facile à répondre, parce que c'est vrai que si on occupe quelqu'un avec une stéatose légère, on occupe une échographie avec ça, bien, il y a moins de place pour les autres qui ont peut-être quelque chose de plus urgent, c'est sûr.
Moi, j'envoie jamais mes gens d'échographie à l'hôpital. Je leur dis toujours, allez dans une clinique. Dans le fond, c'est couvert par la RAMQ maintenant. Puis, je pense qu'on n'utilise pas des ressources d'urgence. Je ne les envoie pas à l'urgence pour ça. Mais je t'entends. Fait que si, en réalité, tu me dis, OK, mais dans le screening, là, dans le dépistage, bien, c'est ça. N'importe qui est sur le spectre, dans le fond, du syndrome métabolique devrait se mériter très certainement. Puis, même affaire, maladie cardiaque. Quelqu'un qui est en surpoids puis qui est cardiaque un peu, bien, il est résistant à l'insuline jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est peut-être une bonne idée d'aller voir aussi. Il y a une association entre les deux, là, de toute façon. Fait qu'en fait, moi, dans mon radar, il y a plus de gens que je dépiste que de gens que je dis, ah non, les chances sont très faibles. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut l'utiliser comme un outil d'enseignement ou comme un outil de motivation au changement si la personne qui est devant nous n'a aucun intérêt à changer ses habitudes de vie, puis que je lui fais faire une écho, puis ça n'aura aucune incidence. Puis ça encore, je ne suis pas devine, je ne peux pas savoir hors de tout doute que je ne vais pas semer des graines qui vont fleurir plus tard, tu sais. Mais c'est sûr que si j'estime qu'il y a actuellement une fermeture avec le patient qui est devant moi, bien peut-être que je ne procède pas à l'écho tout de suite, puis je tape sur d'autres clous à la place. Merci. Juste ici. Merci beaucoup. C'est très intéressant, en tout cas. Je voulais savoir, on a parlé, comme vous avez parlé du fructose puis des sucres qui sont comme concentrés. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau comme de l'érythritol, le xylitol? Est-ce que ça a aussi un impact au niveau de l'hépatose? La stéatose hépatique, non. Ouais. Non, l'érythritol, il faut juste faire attention avec le sucralose. Ce n'est pas tous les sucrants qui sont équivalents. Ce n'est pas parce qu'on est un sucre sans calories ou on est un sucre sans glucides, un sucre qui est sans impact sur la glycémie qu'on est tous pareils. Donc, on évite évidemment les édulcorants, les sucres chimiques comme l'aspartame. Je n'ai pas besoin de convaincre personne ici. Mais l'érythritol, la littérature scientifique est assez limpide. Ça n'a pas d'impact sur la maladie du foie gras. En fait, il n'y a pas d'études directement là-dessus. Puis, dans la clientèle, dans la patientèle dans laquelle on est, c'est des gens qui utilisent l'érythritol et qui renversent des foie gras. Donc, Stevia aussi. Stevia, allulose, qui n'est pas disponible au Canada, mais qui est très intéressant comme qui est un sucrant. super sucrant à considérer. Est-ce que ça répond? Fruits des moines, même chose. absolument. Oui. Monsieur Pierre? Oui, bonjour. Je me demandais, vous n'avez pas mentionné du tout les plantes médicinales. Il y en a certaines qui sont quand même assez efficaces à aider le foie, notamment le chardon-marie. Oui. Je ne sais pas si vous voulez commenter ça, parce que c'est sûr, ce n'est pas remplacer les médicaments par des plantes médicinales, mais comme outil à aider les gens dans leur processus. Je pense que ça a un rôle important à jouer. Et puis, malheureusement, on n'en parle pas assez souvent des plantes médicinales. Oui, en effet, on n'en parle pas assez souvent. Corrigez-moi si je me trompe, c'est votre expertise. Je pense qu'il n'y a pas de protocole clair dans le renversement de la stéatose hépatique avec des produits naturels. Fait que c'est un peu comme, on sait que la vitamine E, ça aide spécifiquement à la stéatose hépatique, mais quel type, quelle dose, quelle durée, quelle fréquence, etc. Ça, c'est pas protocolisé, puis c'est pas clair. Fait que je pense qu'avec les produits naturels qui aident le foie, on est un peu dans la même catégorie. Et donc, si on a des enjeux au niveau du foie, mais ça peut être une bonne idée d'aller consulter quelqu'un qui a une expertise. Quelqu'un qui a une expertise dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, les produits naturels peuvent avoir un impact significatif sur la santé du foie. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il y en est du sirop d'érable, qu'on dit indice glycémique plus faible, et du miel? En fait, j'aurais dû... ça m'a passé dans la tête que quand je parlais de Montignac, mais j'ai tellement bogué sur Montignac que ça a fait un trou. Mais c'est une des raisons pour laquelle de se servir de l'indice glycémique, ce n'est pas toujours un bon outil. Le sirop d'érable, c'est du glucose, c'est du fructose. Quand ça arrive dans le tube digestif, c'est réabsorbé, puis ça va faire monter la glycémie. Le fructose va partir au foie. Donc, si on a 15 grammes de sucre dans le sirop d'érable, puis on a 15 grammes de sucre dans une cuillère de sucre blanc, dans du saccharose,
Au niveau de la glycémie, ça va agir exactement de la même façon. Le sucre qui rentre dans la bouche, il ne rentre pas avec un petit drapeau pour dire hey, « stresse pas, là, moi je suis du sirop d'érable, je suis bio, je suis local. Je suis québécois. Je suis québécois, on m'a récolté avec beaucoup d'amour. Stresse-toi pas avec moi. » Non, non. Le corps ne fait pas la distinction. Une molécule de glucose, c'est une molécule de glucose, qu'elle provienne d'un Joe Louis, qu'elle provienne du sirop d'érable. Oui, dans le sirop d'érable, il y a des antioxydants, il y a d'autres trucs. Mais pour quelqu'un qui est métaboliquement malade, pour quelqu'un qui a un foie gras, quelqu'un qui est prédiabétique ou diabétique, qui a une dyslipidémie, quelqu'un qui est sur le spectre du syndrome métabolique, le sirop d'érable ne va pas être une aide précieuse. Au contraire, ça va être un boulet à la cheville qui va l'empêcher de progresser vers son objectif. Même chose pour le miel. Même chose pour des desserts faits à base de dattes. C'est sûr que c'est plus naturel que certains sucres, mais si c'est fait avec des dattes, il y a une tonne de fructose. Rappelons-nous que nos enfants ont des tout petits foies, fait qu'ils ne sont pas faits pour avoir des tsunamis de fructose. Nous non plus, mais eux encore moins. Donc, à faire attention à tout ce qui est miel, sirop d'érable ou sucré avec des dattes. C'est sûr que c'est moins chimique. Métaboliquement, c'est les mêmes molécules quand même. Ils vont avoir le même impact sur la santé métabolique et la santé du foie. Allô? Oui, bonjour, Valérie Namer, je suis endocrinologue. J'ai 2 questions en fait un peu spécifiques pour les femmes en arrivant à la ménopause et avec la difficulté qu'on connaît pour avoir des prescriptions en hormones bioidentiques. Donc la participation, puisqu'il y a une résistance à l'insuline qui prend une étape de plus au passage à la ménopause avec la perte des oestrogènes. Donc la contribution justement de l'obtention d'un traitement par hormones bioidentiques avec l'évolution de la stéatose hépatique. Puis mon autre question, je vous casse les deux en même temps, c'est sur l'utilisation de créatine pour l'entraînement musculaire qui est à l'étude. Alors, il commence à y avoir un peu de publications qui sont plus documentées sur la valeur, justement, encore une fois, à la ménopause de l'utiliser de la créatine. Quelle en est la conséquence ou qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à une éventuelle maladie hépatique concomitante ou métabolique? Voilà. Je n'ai pas de réponse spécifiquement quand on donne l'hormonothérapie bioidentique chez une femme qui est en périménopause, ménopause, dont l'état métabolique est propulsé encore davantage dans la résistance à l'insuline. Est-ce que directement cette hormonothérapie-là bioidentique va avoir un impact direct sur le foie? Je n'ai pas cette connaissance-là, mais je parierais qu'indirectement, si on améliore la résistance, en fait, on améliore la sensibilité à l'insuline, on améliore les marqueurs de syndrome métabolique, on améliore la capacité de l'insuline à faire son travail, parce que l'estrogène, entre autres, ça fait ça. Mais si on est capable, avec notre hormonothérapie, puis c'est la même chose chez les hommes, hein, on a Dr. Drouin dans la salle qui nous a démontré récemment dans une formation que si on prend des hommes qui sont en déficit de testostérone, puis on leur donne de la testostérone, l'hémoglobine glyquée s'améliore d'elle-même. Mais c'est la même chose chez les femmes parce que les hormones sexuelles, vous le savez en fait, je réponds à vous, mais je réponds à tout le monde, là, mais les hormones sexuelles ont un impact sur la capacité, justement, entre autres, des récepteurs pour le bon fonctionnement de l'insuline. C'est une espèce de graisse qui fait en sorte que la peinture, elle grinche moins, puis les choses se font mieux, dans le fond. Il y a plus de lubrifiant dans le mécanisme, là, dans le fond. Bon, bref, fait que l'hormonothérapie, je pense que ça peut aider de manière à améliorer l'ensemble de la santé métabolique, du bien-être, du sommeil. Hein? Si on dort, on est moins résistant à l'insuline. Si on dort, on a moins de craving de sucre, on a plus de contrôle sur nos comportements alimentaires. Fait que je pense que c'est un ensemble de choses. Mais directement de dire, cette femme en périménopause, on lui donne de l'estrogène bioidentique puis de la progestérone, qu'elle ait un utérus ou pas, on va y en donner pareil, wow, révolutionnaire, et que ça va avoir un impact sur son foie de manière positive, significative. Ça, je ne suis pas au courant de ça, malheureusement. Toutefois, il n'y a pas juste la baisse d'hormones chez les femmes périménopause, ménopause. Il y a le fait que ce n'est pas à la mode chez les femmes de s'entraîner musculairement au Québec culturellement tant que ça. Ça commence à changer, mais pas tant.
ce qui fait que plus on vieillit, plus notre métabolisme basal ralentit. Hein? Moins on a de muscles, plus le métabolisme ralentit. Si le métabolisme ralentit, bien soudainement, les femmes disent « j'ai rien changé dans ma vie, puis j'arrête pas de prendre du poids ». Puis je sais que Véronique va nous parler de ça tout à l'heure, mais une des raisons de ça, c'est aussi parce que le métabolisme basal est en pente descendante. Qui bouffe les molécules de glucose? Les gros bouffeurs, c'est les muscles. Fait que si j'en ai de moins en moins des muscles, puis ça s'additionne à je dors pas, puis ça s'additionne à mon chum me tape ses nerfs, puis ça s'additionne à j'ai plein de cravings, puis ça s'additionne à j'ai moins d'estrogène pour gérer ma glycémie, bien c'est sûr que c'est un tsunami métabolique, dans le fond. Puis la créatine, je pense, je n'ai pas de connaissance qu'elle aide au niveau directement de la stéatose hépatique, mais effectivement, une tonne de vertus très intéressantes. Au niveau de la masse musculaire, au niveau de la cognition, au niveau d'un paquet de facteurs qui touchent la santé métabolique. Fait que ça, c'est un supplément qui est que, dans le domaine de... On a un podcast là-dessus? On a un podcast sur la créatine, d'ailleurs, mais dans le domaine de la santé physique, c'est le supplément qu'on appelle le no-brainer. C'est celui que on ne se pose même pas la question, je devrais-tu en prendre, je ne devrais pas en prendre. Vous devriez en prendre. J'en prends tous les jours. C'est un supplément qui est démontré très sécuritaire, avec beaucoup de bénéfices potentiels, puis d'autres qui sont en train d'être découverts. Mais je n'ai pas la connaissance que la créate améliore directement la stéatose hépatique.